Chers auditeurs, bonjour, ici Youn pour vous présenter ce podcast dans lequel on parle sport, voyage, études et développement personnel. Pour l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'accueillir Paul, un très bon ami à moi, qui revient d'un échange universitaire de 6 mois sur l'île de Java, en Indonésie. Salut Paul, comment vas-tu ? Eh bah écoute, ça va Youn, c'est un plaisir d'être avec toi ici aujourd'hui. Parfait, bon, c'est ta première expérience en podcast, si je ne me trompe pas ? Ouais, j'ai vraiment pas l'habitude, c'est un réel exercice pour moi. Ok, bah super, ravi de t'accueillir, en tout cas, ça fait longtemps qu'on en parle, Ouais. et enfin on se le fait ce podcast. Donc avant tout, peux-tu te présenter un petit peu s'il te plaît ? Bon bah moi du coup, je m'appelle Paul, évidemment. Je suis actuellement en 3e année de licence de LEA anglais-indonésien à La Rochelle, tout comme Youn finalement. Ok, très bien. Donc oui, en effet, on est dans la même classe depuis donc 3 ans à peu près. Ouais, et pratiquement. c'est là où on s'est rencontrés en L1. Mhm. Donc avant toute chose, peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi cette licence LEA anglais-indonésien, une licence plutôt atypique ? Alors, à la sortie du lycée, j'étais un petit peu perdu en termes d'orientation. Je savais simplement que je voulais continuer dans les langues parce que j'aimais bien l'anglais. Donc, la LEA, pour moi, c'était un petit peu un choix assez logique dans le sens où on travaille beaucoup de matières différentes et c'est une manière pour moi de m'ouvrir des portes et de réfléchir un petit peu, de me laisser du temps pour réfléchir à mon avenir pendant la licence. L'indonésien, parce que la majorité des gens qui font une LEA choisissent plutôt l'espagnol, le chinois, le coréen, etc. Et du coup, l'indonésien, c'est une manière pour moi de me différencier de ces gens-là. Voilà. Ok, et donc t'as aucune attache particulière à l'Indonésie ? Je sais que c'est une question qui ressort souvent, en tout cas de mon côté, quand je dis que j'apprends l'indonésien, on me demande si j'ai de la famille là-bas ou des amis. Toi, non, pas du tout, c'était vraiment une découverte d'un nouveau pays, d'une nouvelle langue. Ah, entièrement. Non, je connais personne originaire d'Indonésie. Non, c'était vraiment de la pure découverte. Ok, super intéressant. Et au niveau du voyage, parce que donc le podcast d'aujourd'hui va pas porter sur la licence indonésienne en Bien sûr. elle-même, mais il va porter sur l'échange universitaire que tu as pu justement réaliser. Avant de rentrer en détail dans cet échange universitaire que tu as réalisé récemment, peux-tu nous parler de ton rapport avec le voyage ? Quel voyage as-tu pu réaliser dans le passé ? Et est-ce que c'était ton premier gros voyage en solo ? Bon, t'es parti avec un groupe. Bien sûr. Ça, tu vas le raconter un petit peu, mais en soi, t'es quand même parti un peu de toi-même. Enfin, t'es pas parti avec ta famille, ni Oui. avec pas un groupe d'amis, quoi. T'es Bien parti sûr. avec dans le terme universitaire, dans le cadre universitaire, pardon. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai eu l'occasion de voyager un petit peu, mais c'était uniquement des voyages en famille ou avec l'école. Donc, typiquement, je suis parti en Italie en 3e avec le collège. Bon, voilà. Sinon, j'ai eu l'occasion d'aller au Maroc avec ma famille, ainsi qu'en Espagne et en Tunisie, mais j'étais vraiment très très jeune. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de l'échange et pourquoi as-tu tenu à partir en Indonésie ? Donc, t'es parti au deuxième semestre de 2e année, c'est ça ? Exactement. Peux-tu nous en parler un petit peu plus en détail ? Comment t'es venu l'idée à partir ? Pourquoi avoir choisi cette ville ? Donc c'est la ville de Bandung, mais t'en parleras sûrement mieux que moi. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé de A à Z ? Alors du coup, j'ai eu l'occasion de partir en Indonésie de début février et je suis revenu assez récemment à la fin du mois de juillet. Alors pourquoi partir ? Tout simplement parce que pour moi c'est juste une opportunité en or. Il y a énormément de place par rapport au nombre de gens qui voulaient partir en Indonésie. Et du coup, la prof nous a simplement dit, si vous voulez, vous pouvez partir. Alors je me suis dit, pourquoi pas ? Jusqu'à maintenant, j'ai pas beaucoup voyagé, mine de rien. Et je me suis dit que si je ne prenais pas cette opportunité-là, j'allais forcément la regretter dans le futur. Du coup, je me suis simplement dit, réfléchis pas, fonce, ça va être génial. Enfin, trop bien. Voilà. Et ça s'est passé comment ? Quand est-ce que tu as réalisé que tu partais étudier 5 mois dans un pays comme l'Indonésie ? C'est quand tu as été accepté ? C'était quoi le premier sentiment que tu as eu ? Est-ce que tu as réalisé tout de suite parce que les sélections sont faites combien ? 2-3 mois avant de partir ? Ouais, à peu alors près ? nous c'était à la fin du mois d'octobre, Ok. pour un départ du coup début février. Il y a eu une première réalisation justement à la fin du mois d'octobre quand j'ai reçu ce mail disant que j'ai été sélectionné pour partir. Donc un mélange d'un coup une montée de stress, d'excitation, de peur, mais en même temps une grosse joie. Enfin c'était assez spécial. Ouais, normal. Voilà, après le temps passe, tu t'y fais un peu dans ta tête. L'excitation redescend finalement avec le temps.
Et puis vient le moment où tu prends les billets d'avion. En l'occurrence, nous, on devait attendre d'avoir le visa pour prendre les billets d'avion. Sauf qu'il y a eu des petits soucis d'organisation. Et du coup, j'ai pris littéralement mon billet d'avion 2 jours avant le départ. Ah oui, pas très pratique. Non, pas très pratique, j'ai payé une blinde. Mais ça, bref. C'est un autre sujet. Et du coup, une fois que les billets d'avion étaient pris, et que je me suis dit, putain, Pardon. Non, t'inquiète. Je me suis dit, waouh, dans 2 jours, je pars en Indonésie. C'est là qu'il y a une espèce de une grosse réalisation, une grosse angoisse, mais aussi en même temps, une grosse excitation, une grosse angoisse. Un mélange de 2 sentiments, à la fois positifs et négatifs. C'était assez intéressant, assez spécial. Ok, et j'ai une question qui me vient comme ça. C'est quoi la première chose que tu as faite quand t'as reçu ce mail? T'as appelé tes parents direct? Ou c'est quoi le premier truc? Tu t'es dit à qui tu l'as... Enfin, comment ça s'est passé? Alors, si je me souviens bien, le premier truc que j'ai fait, c'est mettre un message sur mon groupe le groupe WhatsApp de mon groupe d'amis, en disant j'ai été pris, genre dinguerie. Ouais, je me souviens. Ouais. Et après direct, j'ai envoyé un message à mes parents aussi dans la foulée. Et du coup, petit coup de téléphone à mes parents pour me féliciter et parler un peu de la suite finalement. Ok, et alors juste pour rester un peu sur l'avant-départ, justement, pour rester sur les parents, comment tes parents ils ont réagi? Parce que partir étudier à l'étranger, c'est une chose. Pour quelqu'un, pour un jeune comme nous, quoi, pour des Bien parents. Mais partir étudier dans un pays comme l'Indonésie, et qui est littéralement à l'autre bout du monde, comment ils ont réagi justement? Je pense que mon père était assez confiant. Mon père montre assez peu ses émotions et je pense qu'il a assez confiance en ses fils. Et je pense qu'il était juste très content pour moi. Ma mère, à mon avis, ça a été un petit peu différent. C'est-à-dire que, évidemment, elle était très contente pour moi et ça, elle me l'a dit. Mais elle a ce côté un peu très maternel, comme toutes les mères, je pense. Où du coup, elle avait un peu peur de voir son petit dernier partir à l'autre bout du monde dans un pays comme l'Indonésie pendant 6 mois. Ouais, et ok, ils avaient peur. Enfin, tu sais ce qu'ils avaient peur de quoi en Indonésie? Enfin, ils connaissaient un peu le pays ou pas? C'était. Non, ils étaient très peu renseignés sur le pays. La peur tout simplement de l'éloignement, d'une part. Bien sûr. La peur du manque. Parce que, mine de rien, je vois mes parents assez régulièrement. La peur qu'il m'arrive quelque chose et de pas pouvoir agir aussi, je pense. Ouais, bien évidemment. Et donc ouais, bon, là on parle des appréhensions de tes parents, ce qui est normal. Et c'est vrai que je pense que on retrouve souvent ce truc-là de se dire que le père va plus être peut-être, je vais dire, dans l'encouragement et se dire Bien bah sûr. oui c'est bon, faut y aller. Et là, il y a l'instinct maternel, je pense aussi, de la maman qui a toujours peur. Moi, pour les États-Unis, c'était un peu près pareil. Hein. Oui. Mon père, c'était le premier à me dire bah trop bien, c'est génial et tout. Et ma mère a été ok. Enfin, comment ça va se passer? Où tu vas? Là, du coup, moi, je viens d'être accepté pour partir en Indonésie. Mais là, j'ai des tonnes de questions. C'est où tu vas? C'est quoi la ville? Elle a regardé le nombre de taux de criminalité dans la ville. Elle m'a dit non, mais ça, c'est pas dangereux et tout. Je fais non, c'est bon, t'inquiète. Et justement, je dis qu'il y a Paul qui est parti là-bas. Il est en vie. Oui. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant. Et du coup, c'est vrai que les mamans sont souvent plus inquiètes. Et c'est un truc qu'on voit partout. Mais je pense que ouais, c'est normal. Et Bien sûr. même, c'est bien justement. C'est Oui. mignon. Et au moins, quand on revient en ville, ça les rassure. Elles sont peut-être moins stressées à l'avenir. Enfin, c'est ce que Bien je me sûr, suis dit au bien final. sûr. Non, pas trop en vrai. Mais bon, c'est vrai que partir dans un pays comme ça, c'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui est encore en cours de développement. C'est un tigre asiatique, si je puis reprendre Exactement. les termes de la leçon. Donc c'est vraiment un pays qui est en pleine ascension. Donc c'est normal que ça fasse un petit peu peur. Et donc, on arrive, jour du départ. Wow. Comment ça se passe? Tu pars tout seul? Tu pars accompagné? C'est un long trajet. Comment ça s'est passé cette journée du départ? Alors, donc je suis parti la veille du jour où j'étais censé prendre l'avion. Donc, moi à la base, je suis vendéen, donc j'ai pris un premier train à La Roche-sur-Yon, où mes parents m'ont accompagné, donc j'étais tout seul, pour partir en tout cas. Voilà, les adieux, c'était assez émouvant. Ensuite, j'ai filé à Paris en passant par Nantes. Une fois arrivé à Paris, j'ai retrouvé du coup un camarade de classe avec qui je partais. Et un camarade de classe. Et ensemble, on a pris un Uber jusqu'à un hôtel. Et le départ se faisait assez tôt dans la matinée le lendemain. Donc on a préféré prendre un hôtel la veille pour être Paris tranquille. À Paris, Ok. oui. Pas loin de l'aéroport justement, Ok. pour être tranquille le lendemain matin. Ok, super. Et ça s'est passé du coup le lendemain. Ça s'est passé comment? Ça se passe comment le trajet? Alors, du coup, j'ai pris mon avion. Mon avion décollait à 8h du matin. Si je ne dis pas de bêtises. Donc arrivé à l'aéroport à 4h. Aïe. Ah oui, ça pique. On n'a pas j'ai dû dormir genre 1 ou 2 heures. L'excitation? Avec l'excitation. Et puis en plus, on était juste à côté de l'aéroport dans l'hôtel. Donc on entendait les avions décoller. Ça faisait un effet
C'était assez excitant, honnêtement. Bref, du coup, décollage à 8h. Donc on a un premier vol avec une escale à Doha. Ok, au Qatar. Au Qatar, exactement. Donc premier vol de environ 6 heures, si je me trompe pas. Oh, ça va. Oui, en vrai, ça va. Donc escale à Doha, escale de 2-3 heures. Et ensuite, on file directement vers l'Indonésie, vol de environ 8 heures. Ouais, donc un beau trajet quand même. Voilà. Et du coup, on est arrivé à Jakarta. Ok. Et c'est quoi comment ça se passe les premiers pas en terre indonésienne, si je puis dire? Alors, donc forcément, dans l'aéroport, il y a la clim. Donc, on sent pas la différence. Au moment où on sort de cet aéroport, on a une espèce de bouffée de chaleur où on a vraiment, oui, donc en plus je suis parti au moment où c'était l'hiver en France. Donc il y a eu une espèce de choc thermique où je suis sorti dehors, grosse montée de chaleur. Et l'Indonésie c'est un pays très très humide, donc le temps était très très lourd. Donc il y a vraiment eu cette différence là qui m'a un peu surprise dès l'arrivée. Ah ouais, en plus tu passes de la bonne clim de l'avion à la chaleur dehors, ça doit pas être facile. T'es tombé malade un petit peu avec ce changement de température? Oh oui. Oh, dans les salles de cours, les élèves abusent sur la clim. Plutôt que d'enlever leur pull, ils préfèrent augmenter la clim. Ah ouais, c'est pas... Donc moi j'ai chopé des rhumes. C'est pas très smart. Non. Ok. Et du coup, on va revenir juste un peu sur l'avant. C'était quoi, toi, tes appréhensions avant de partir? Est-ce que tu en avais, et si oui, lesquelles? Alors évidemment, j'en avais plein. La peur de regretter, déjà, d'arriver là-bas et de me dire mince, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas heureux ici. De pas réussir à m'adapter, de pas kiffer le voyage en fait, tout simplement. La peur que ça se passe mal avec les gens avec qui je suis parti, parce qu'on a fait une colocation pendant 4 mois, mine de rien. La peur de pas avoir un niveau en indonésien suffisant pour réussir à suivre les cours. Non, c'est déjà bien. Hein. Voilà, j'ai un autre qui me vient là comme ça, mais c'était l'épreuve principale, je pense. Bah, je pense que c'est les peurs principales que tout le monde est censé avoir. Bien sûr. Moi, je sais que j'ai pas mal expériencé le voyage. Avant d'avoir étudié aux États-Unis, j'avais quand même fait quelques trucs de mon côté tout seul, donc je savais ce que ça faisait des fois de se retrouver un peu à l'autre bout du continent. Mais même là, je découvre un nouveau continent, mais ça fait toujours t'as une petite appréhension en fait, mais t'as toujours cette excitation qui prend le dessus. Et souvent, est-ce que souvent tu t'es dit ouais, j'ai de la chance quand même d'être ici? Ah oui. Alors tu dis quand même que on a de la chance en France d'avoir ce genre d'opportunité. Sauf qu'Indonésie c'est un pays où la vie coûte beaucoup moins cher. Bien donc sûr. pour nous étudiants français en fait, comment dire, mais c'est un peu c'est une expérience qui est exceptionnelle de pouvoir partir dans un pays comme ça. Tu t'es rendu compte de la chance que t'avais? Ah mais quand j'étais là-bas, en fait, j'avais peur au départ, mais une fois arrivé là-bas, après quelques semaines, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que c'est vraiment une chance extraordinaire. Et en fin de compte, j'ai vraiment kiffé mon voyage. C'était vraiment génial. Et pendant le voyage, je me suis vraiment rendu compte de cette chance de pouvoir partir à 19 ans aussi loin avec l'université. C'est dans le cadre des études, genre c'est juste génial. C'est vraiment incroyable. Enfin, c'est dingue. Et ça me donne envie parce que moi je pars dans la même ville que toi bientôt. Oui. Et là ça me tease un petit peu. Ouais, je comprends. Et mais ça va être incroyable. Et il faut aussi savoir que Paul, c'est quelqu'un qui fait rarement des stories sur Instagram, voire jamais. Et arrivé en Indonésie, on a commencé à avoir des stories de Paul. Ah, il fallait que j'immortalise. Et immortalisé, et surtout, c'était dingue à voir, quoi. Bien sûr. En fait, nous, on voit des photos sur Internet, tu te dis, ouais, c'est dingue. Mais quand tu vois ça de tes propres yeux, ou même tu vois ça sur des stories, tu te dis quand même, waouh, c'est dingue. Ça vend du rêve. À travers un écran, ça te fait voyager, mais alors en vrai, ça doit être une expérience folle. Ah, c'est juste incroyable. Et donc, on a parlé un petit peu du changement de température, qui est totalement normal. Hein. Surtout que toi, c'est vrai que t'es parti, c'était l'hiver en France. Oui. Et il faut le dire que ça caille, plus le vent à La Rochelle, on est servi. Bien sûr. Et t'arrives dans un pays comme ça où c'est lourd, il fait chaud. Ouais. Mais quel autre changement as-tu remarqué directement ou au fil du temps en comparaison à la France et même l'Europe en général? Alors, deuxième chose qui m'a un peu choqué en dehors de la température une fois que je suis arrivé, c'était le trafic routier. C'est le chaos, tout simplement. Je suis arrivé dans ce minibus pour aller à Bandung, donc la ville où j'étudiais. Donc j'ai beaucoup dormi, mais je me suis réveillé un peu avant d'arriver. Et arrivé dans le centre-ville, il y avait des motos partout, c'était super bruyant, la circulation était chaotique. En plus on roule à gauche là-bas, donc j'avais pas cette habitude-là. Ok, intéressant à savoir ça. Ouais. Et non, c'était vraiment chaotique, il n'y a pas de trottoir, t'as l'impression que tout le monde va se foncer dedans, tu sais pas comment ça se passe.
Vraiment, j'ai vu ça, je me suis dit, mais Paul, qu'est-ce que tu fais là, genre, est-ce que tu vas réussir à t'adapter à ça? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que tu vas réussir à vivre avec ça? D'autant plus que moi, je suis plus quelqu'un de la campagne à l'origine. J'aime le calme. Et arriver dans un milieu aussi chaotique, quand on n'est pas habitué, j'avoue que j'ai eu un petit peu peur au début. Ouais, c'est un petit peu un choc culturel en fait. Bien sûr, bien sûr. Parce que eux, bah en fait, tu te rends vite compte que eux, ils ont l'habitude en fait, et eux, c'est leur vie quotidienne en fait. Tout à fait, tout à fait. Pour eux, c'est normal, mais pour moi, c'était tellement spécial. Et justement, enfin, pour parler du transport, t'as pu conduire un petit peu ou t'as pas osé Alors, tenter? Je suis monté derrière des gens en scooter. Maintenant, monter de moi-même sur un scooter, honnêtement, j'ai pas eu le courage. Alors déjà, faut rouler à gauche, donc je me faisais pas confiance à ce niveau-là. J'avais très peur, honnêtement, de conduire de moi-même un scooter, donc j'ai pas pris le risque. Ok. No risk, no story. C'est vrai, mais peut-être que si j'y retourne cette fois-ci, bah. Mais Je c'est le vrai ferai. que, ouais. Moi, je me tente, mais. Je dis no risk, no story, mais si t'es pas là pour raconter l'histoire, Oui, c'est un petit peu triste. c'est un petit peu triste. Mais Donc. c'est vrai, est-ce que. Enfin, pardon. Mais est-ce que. On voit beaucoup de vidéos sur les réseaux, on voit beaucoup des vidéos en Inde sur Oui. le fait des transports. Oui. Est-ce que tu comparerais quand même à ce genre de trafic où vraiment c'est la loi, un peu la loi du plus fort en fait? Oui, c'est vrai qu'il faut réussir à s'imposer, c'est vraiment Ouais. ça. Hein. C'est celui qui s'impose qui passe. Et pour vous dire, en France, on a un système de priorité, Les priorités à droite là-bas, ça doit pas trop exister. Non, mais par contre, c'est assez drôle parce qu'on retrouve des gens qui se portent volontaires pour organiser le trafic routier. Des habitants comme vous et moi, qui vont au milieu de la route, au milieu des intersections, et qui laissent passer telle ou telle voiture, qui bloquent la route. Ah, c'est intéressant. Et ces ça. gens-là, en fait, font ça comme un complément de salaire. C'est-à-dire que les voitures passent à côté d'eux, et en fait, donnent une petite pièce ou un petit billet pour remercier la personne d'organiser la route. Ah, c'est dingue ça. C'est assez drôle, oui. C'est assez Ah, spécial. ça, ouais, ça, je savais pas, tu m'avais pas dit ça, c'est Ouais. incroyable. Ah, c'est marrant quand même. Ouais. Et ok, et t'as d'autres trucs encore sur les différences culturelles à raconter? Ouais, bien sûr. Alors forcément, on va passer par la nourriture. Ah, il y en a une bonne liste, je pense. Ah oui. Alors déjà, ils mangent très très épicé là-bas. Donc quand on a parlé un peu de français fragile, on met un petit peu de temps à s'habituer. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, si je peux me permettre. Tu peux te permettre. Avec une alimentation vraiment basée à base de riz et de nouilles. Donc en tant que français, quand on n'a pas l'habitude, on se lasse assez vite. On finit par s'y faire, mais il y a une période où on se lasse. Ils mangent énormément de poulet, de choses frites, très 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 peu de légumes. Donc Ah ouais? ah oui, ah oui, Ok. oui, oui. Donc ils ont une alimentation vraiment basée sur les féculents et les glucides, les protéines et le gras. Et c'est un peu compliqué de s'y faire, je trouve. Même au niveau de ton corps, je trouve que tu le ressens. Ouais, mais c'est ce qu'on dit souvent quand on part dans un pays un peu exotique comme ça, si je puis dire, que bah, l'alimentation, c'est un des facteurs qui est un peu le plus choquant au début. Bien parce sûr. que tu dois t'adapter à une alimentation totalement différente. Déjà, il n'y a pas les mêmes normes, il n'y a pas les mêmes lois. Bien sûr. Enfin, moi, je compare encore à ce que j'ai fait aux États-Unis. C'est très connu, les États-Unis, la bouffe est dégueulasse et tout. Oui, Mais même si je savais à quoi m'attendre, quand tu le vis pour de vrai, bah, j'ai pas été malade dans le sens où enfin, c'est pas comme l'Indonésie, c'est pas la nourriture un peu exotique et tout. Aux États-Unis, c'est juste genre gras en fait. Mm. Mais même au début, c'est quand même compliqué de s'habituer. Mais je le redis, en tant que Français, c'est vrai qu'on. Enfin, même nous, enfin, je pense nous deux, en tout cas, on mange assez équilibré quand même. bien sûr. On varie nos repas. Mais c'est vrai que dans les pays comme ça fait bizarre au début. Mais Oui. alors, déjà que moi, je me dis, à États-Unis, qui est un pays qui est 100% développé, hein, même un peu trop des fois, c'est choquant. Mais toi, en Indonésie, ça a C'est- dû être. Mais tu mangeais épicé avant. Alors, avant l'Indonésie, honnêtement, je mangeais pas trop épicé, donc en fait, je connaissais pas du tout ma tolérance. En arrivant là-bas, j'ai découvert que j'étais assez faible, même mon palais s'est quand même assez vite amélioré, je trouve. J'ai réussi à m'y adapter. Voilà. Ok. Mais je tiens quand même à préciser que la gastronomie indonésienne est très peu connue, mais elle est quand même très très bonne, on trouve des plats vraiment succulents. Et quelque chose que j'apprécie énormément avec l'Indonésie, c'est qu'il y a réellement une culture de la street food, comme dans beaucoup de pays asiatiques finalement. Ah, ok. Et en fait, tous les 5 mètres, t'as des stands, tu peux avoir des petites fritures, des petits beignets de banane, et c'est vraiment, je trouve ça vraiment génial. Ok. C'est un des points que j'ai énormément apprécié avec l'Indonésie. Ok, putain, c'est génial. Et donc, voilà, si on peut se souvenir des principales différences culturelles que toi, en tout cas, tu as pu expérimenter, c'est la météo, La météo, le transport et la le nourriture. transport, la nourriture. Et évidemment, il y a une autre différence, c'est que l'Indonésie est un pays très très religieux. Ouais, mais donc 87% de musulmans. Tout à fait, tout à fait. Et moi, je suis allé dans une partie de l'Indonésie où effectivement c'était très 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 musulman. Donc, mine de rien, c'est quelque chose qu'on ressent parce que la nuit, tu te fais réveiller par les appels à la prière. Ah oui? Ah oui, oui, oui.
Euh, Ça va faire bizarre au début. ouais, oui, donc t'es là, tu te réveilles à 3h du matin parce qu'il y a un appel à la prière. Première nuit, tu comprends pas ce que c'est, parce que tu t'y attendais pas ou t'étais pas préparé mentalement. Tu comprends, mais c'est assez drôle parce que du coup tu mets du temps à t'y habituer. L'appel à la prière, c'est quelqu'un ou un enregistrement audio qui est diffusé en haut d'un minaret, donc une tour située à côté d'une mosquée, pour justement rester des prières et appeler les musulmans à se réveiller pendant la nuit et à aller prier. Et aussi les cours sont un petit peu arrangés parfois pour que les étudiants puissent aller prier Ok. en dehors des cours. Dans beaucoup de bâtiments, on retrouve des salles de prière aussi, ce qu'on retrouve pas forcément en France. Ah, c'est intéressant ça. Et dans tous les quartiers, pratiquement, il y a une mosquée. Ah ouais? Ouais, donc je trouve que c'est une différence que j'ai trouvée très intéressante et très enrichissante, honnêtement. Non, mais c'est. Voilà. Non, mais tu m'étonnes. Et est-ce qu'il y a. Il y a d'autres monuments religieux, on va dire, des autres religions dans la ville, Alors oui, quand même? bien sûr. Donc l'Indonésie est un pays où on retrouve plusieurs religions différentes. Donc même si celles-ci sont relativement minoritaires, on retrouve des bâtiments pour les autres, attitrés aux autres religions. Ok. Donc ce que je retrouvais le plus en dehors des mosquées, c'était des églises, tout simplement. On retrouve aussi quelques temples taoïstes. Voilà, c'est les principaux bâtiments que j'ai pu voir en dehors des mosquées. T'as remarqué quand même qu'il y avait une certaine acceptation là-bas des religions. Il n'y a pas de. T'as vu des problèmes survenus à cause de la religion ou non? Ils sont plutôt. Enfin, ils acceptent plutôt toutes les religions là-bas. Alors, j'ai l'impression que toutes les religions sont acceptées. Maintenant, ce qu'ils ont plus de mal à comprendre, c'est le fait de ne pas avoir de religion. C'est le ressenti que moi, pour ma part, j'ai eu. Ah, c'est quelque chose d'intéressant. Ça. C'est-à-dire que là-bas, on prenait souvent des chauffeurs pour se déplacer. C'est très courant là-bas. Et souvent, on discute dans la voiture. Et chose qui est assez tabou en France, mais là-bas, ça ne l'est pas du tout, c'est justement de parler parfois, ils nous demandaient, et vous croyez en quoi? Sauf que, en France, beaucoup sont athées ou agnostiques et ne croient en rien, ne sont juste pas croyants. Et je sais que c'est mon cas. Ouais, moi aussi. Sauf que là-bas, en fait, tout le monde est tellement très croyant que si tu dis que tu n'es pas croyant, ils vont te demander, en fait, ils vont juste pas comprendre. Ah, Ça dépend des personnes, évidemment. Je vais pas faire de la généralité, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent pas. Du coup, j'ai été amené parfois à mentir un petit peu et à dire que du coup j'étais chrétien. Sauf que parfois on m'a carrément demandé de me justifier. C'est-à-dire que une fois, si mes amis qui sont partis en Indonésie écoutent ça, ils s'en souviendront. J'étais dans une voiture du coup le chauffeur nous demande quelle religion on a. On dit tous qu'on est chrétien. Et là il nous dit Rosario, Rosario. Nous on savait pas ce que ça veut dire. On vérifie et en fait il voulait qu'on lui montre nos chapelets. Sauf qu'on n'avait pas de chapelet sur nous. Et ils comprenaient pas que on est chrétien mais on n'avait pas nos croix avec nous ou nos chapelets. Ouais, il n'y a pas de signe distinctif comme quoi vous Exactement. êtes de cette religion. Exactement. Donc c'était un petit peu cocasse, si je peux Ah me ouais, permettre. ouais, non, mais c'est ça, non, mais c'est un détail qui est important et je pense que c'est vrai que l'Indonésie c'est un pays comme tu le disais précédemment, on n'en parle pas forcément beaucoup dans les médias en tout cas français. Et toi ça c'est le genre de truc qui est intéressant à savoir, c'est fait. assez marrant cette vision de la religion qui est totalement différente de celle qu'on peut avoir en France. Et pour revenir sur la religion musulmane du coup qui est majoritaire en Indonésie, t'as pu expérimenter le Ramadan du coup Oui. qui est tombé sur une période où toi tu étais là-bas. Oui. Bon, j'en ai déjà parlé un peu avec toi, Oui. mais je crois que c'est une période qui est assez, qui est très importante pour les musulmans, Oui. mais encore plus dans un pays comme l'Indonésie, qui a majorité musulmane, comme je viens de le dire. Comment ça se passe le Ramadan là-bas? Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton expérience, qu'il a vécu un peu en tant que touriste en fait? Bien sûr, bien sûr. J'ai trouvé que c'était une période assez spéciale, mais assez intéressante. Donc, premièrement, pendant le Ramadan, forcément, il y a beaucoup de restaurants qui ferment. En tout cas, sur les heures qui sont entre guillemets normales pour nous en tant qu'Européens pour déjeuner. Donc, le midi, forcément, c'est le jour, donc ils ne peuvent pas manger. Par la suite, donc voilà, évidemment, on voit personne manger dans la rue alors qu'il y a cette street food. Évidemment, il n'y a pas que des musulmans en Indonésie, donc ça arrive d'avoir des exceptions, mais souvent les gens se cachent pour manger. Ils essaient de trouver des petites salles ou de s'isoler pour ne pas se montrer aux yeux des pratiquants qui, eux, ne peuvent pas manger. Voilà. Chose que j'ai vraiment réellement appréciée, c'est le moment où les Indonésiens cassent le jeûne. Donc, aux alentours de 17h, un petit peu avant le coucher du soleil, les Indonésiens sortent dans la rue, et en fait, ils vont tous acheter des friandises, des boissons, des fritures, pour commencer leur repas et commencer à casser le jeûne. Donc les rues sont vraiment blindées de monde quand on arrive vers 17h. Ce qui pose certaines difficultés quant à la circulation sur la route,
parce que tout le monde sort au même moment. Donc des trajets qui peuvent parfois faire 40 minutes se retrouvent en 2 heures de route. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, C'est oui. le périph' parisien. Exactement. Donc c'est assez... Bon, sur le coup, c'est pas très drôle, mais avec le recul, c'est assez marrant. Ouais, mais ça doit être quelque chose qui est quand même. Ça doit être assez. Je sais pas comment expliquer, mais ça doit être une bonne expérience. Justement, d'expérimenter ça, de vivre un peu le ramadan dans un pays qui a majorité musulmane. Tu dis que tu vis vraiment t'es en immersion totale dans leur culture en fait. Tout à fait, tout à fait. Chose que j'aurais vraiment aimé expérimenter, mais dont j'ai pas eu l'occasion, ça aurait été de pouvoir casser le jeûne avec une famille d'Indonésiens. Ouais. J'ai une amie allemande qui, elle, a réussi à être invitée par un ami, dans une famille, dans un groupe d'amis, pour casser le jeûne. Et les repas sont juste incroyables, ils font énormément à manger, ils font de la bonne nourriture. Et c'est vraiment un moment de partage. Ouais. Ouais. Ok. Et donc voilà, et suite à la fin du ramadan, les Indonésiens ont 2 à 3 semaines de vacances. Donc c'est une opportunité pour les étudiants et finalement pour tout le monde de retourner dans leur village de naissance, retrouver leur famille pour partager la fin du ramadan avec eux finalement. Ouais, c'est l'Aïd. L'Aïd, exactement. Ok, c'est intéressant. Ouais. C'est comme quoi il y a vraiment un truc qui est là-bas, c'est tellement important. Tout à fait. Et donc si tu conseilles, moi tu me conseillerais d'aller casser le jeûne avec une famille si je pense si que c'est vraiment une expérience incroyable en termes d'immersion, culturellement, même je pense que tu apprends beaucoup lors de ces expériences-là. Ouais, ça t'enrichit en fait. Tout à fait. Enfin, c'est de l'ouverture sur le monde, même si on ne croit en aucune religion, c'est s'ouvrir en fait, c'est super important. Et d'apprendre sur les deux autres religions, je trouve que c'est quelque chose qui est super important. Attends, il y a un problème avec le micro, je crois. 1, 2, 3. Ah non, c'est bon. Ok. Attends. Et ok, bon, c'est super intéressant. Tout est super intéressant en fait. Oui. C'est des expériences de dingue. Il y a beaucoup à dire. Oui. On pourra en parler pendant des heures. Est-ce que tu peux nous parler un peu du logement ou cours? J'hésite. Bon, allez, on va commencer par les cours. Comment ça se passe les cours? Est-ce que tu as choisi des cours avant d'arriver en Indonésie? Et comment ça se passe? Alors, pour ce qui est des cours, ils nous ont été plus ou moins imposés par la fac de La Rochelle, c'est-à-dire qu'il fallait choisir des équivalents des cours que l'on avait en France, mais en Indonésie. Ok. Donc j'ai pas vraiment eu ce choix de cours. Après, j'avais le droit, si je voulais, je l'ai pas fait, de rajouter des cours supplémentaires, que ce soit des cours comme à proprement parler, ou des cours de danse ou de sport, par exemple. T'as pas fait de cours de danse? Non, j'ai pas fait. Ah, ok. Mais du coup, Carla l'a fait, tu vois. Ok. Voilà. Voilà, donc j'ai eu 2 cours de français, 2 cours en anglais, et 3 cours en langue indonésienne. Voilà. Et après, comment ça se passait? T'arrivais à quelle heure en cours? Le midi, ça se passait comment? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu une journée type dans ta peau d'étudiant étranger en Indonésie? Alors, généralement, je commençais les cours soit vers 8h30 ou 9h30, ça dépendait des jours. À savoir que les Indonésiens, eux, peuvent commencer les cours dès 7h du matin. Aïe. J'ai eu la chance d'avoir une dame qui nous gérait sur place, Ibu Farida, cette femme, un amour. Dédicace à elle. Grosse dédicace, elle le mérite franchement. Et elle s'est arrangée pour nous mettre dans des cours, dans des groupes de cours, où justement on commençait pas dès 7h parce qu'elle savait que pour nous en tant que Français, c'était un peu différent et on n'allait pas être habitué. Ouais, surtout que tu parlais des bouchons avant. Oui. Si tu commençais à 7h, ça faisait un réveil assez matinal. Déjà, il fallait mettre 40 minutes de voiture pour aller jusqu'à l'université. Donc oui, ça faisait un lever très 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 tôt. Voilà, donc arrivé vers 9h30. Du coup, dans la semaine, au total, j'avais 7 cours. Donc en moyenne 2 par jour. Donc souvent un de 2 heures, donc de 9h30 à 11h30, grosso modo. J'ai plus les horaires exacts, mais c'était un peu ça. Pause déjeuner et après un cours de 13h à 15h. Grosso modo, encore une fois. Donc j'ai eu la chance de découvrir la cafétéria de la fac. C'était assez exceptionnel, franchement j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est-à-dire qu'on avait une salle, donc avec des tables au milieu, et elle était entourée de plein de petits stands où tu pouvais choisir ce que tu voulais manger. Et tu mangeais pour 1€ un plat... c'était vraiment succulent. Et franchement ça me changeait du crous. Ah ouais? Tu ouais. m'étonnes, ouais. Ah c'est vrai, c'était vraiment génial. Et en plus de crous, toi tu le payais 3,30€. Oui, je suis pas boursier donc... Et juste du coup pour le logement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des démarches qui ont été faites en amont? Quelqu'un a tout organisé, c'est toi? Parle-nous un peu de l'organisation pour le logement. Alors oui, bien sûr.
Alors, pour ce qui est du logement, on a une professeure, d'indonésien en France, mais qui est originaire d'Indonésie, qui est native, qui, en fait, s'est chargée de tout pour nous. Donc, elle nous a trouvé un logement et du coup, c'était une maison traditionnelle javanaise. Ça, c'était assez génial. Et donc, on vivait à 6 dedans. Incroyable. Voilà. Donc vous viviez tous les étudiants ensemble en fait. C'est ça. Donc de la même classe. Et sauf une qui était en master, si je peux me ok, permettre. d'accord, ouais, tu peux te permettre. Je me permets. Permets-toi. Eh ben, je me permets. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors ça, c'est pas trop compliqué de vivre pendant 5 mois d'affilée avec des personnes de sa classe. Bon, c'est des gens avec qui tu t'entends bien généralement. Bien sûr. Mais il y a une différence entre, enfin pour moi, hein, tu me dis si je me trompe, mais aller vivre pendant 5 mois avec un groupe de potes à toi avec qui vous avez décidé de partir vivre dans ce pays, et partir avec des camarades de classe qui, t'as des affinités plus ou moins avec certains. Il y a une différence. Toi, comment ça s'est passé? Alors, comme dirait l'un de mes camarades de classe avec qui je suis parti, il y a eu des tops et des flops. Ok, ça résume bien. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu des points positifs. On avait vraiment vécu des vrais moments de partage ensemble, des moments où on faisait à manger ensemble, où on rigolait tous ensemble, où on buvait des petits coups tous ensemble à la maison. On partageait vraiment des moments de joie. Donc ça, j'ai trouvé vraiment ça génial. Maintenant, évidemment, quand on habite 24-24 à 6 dans une même maison, il y a des points négatifs, forcément. C'est-à-dire que chaque chambre était partagée. Il y avait 2 lits dans chaque chambre. Un lit au rez-de-chaussée, un lit à l'étage. Mais du coup, ça veut dire que tu peux jamais vraiment avoir de moment réellement pour toi où tu peux... c'est vrai? Ah oui, où tu peux réellement être isolé. Alors attends, comment ça se passait? Enfin, j'allais dire fais-nous un plan, mais bon, en podcast c'est un peu compliqué. Mais en gros, t'as une pièce. En vrai, c'est un peu comme style internat. T'as 2 lits dans une chambre. Alors, En fait, je me rappelle, tu nous avais fait un room tour. Oui, J'ai la vidéo dans ma tête un petit peu, mais ouais. j'arrive pas à visualiser le fait Alors, que d'être deux lits dans la même chambre un peu. En fait, donc dans la maison, t'as un gros salon. Ensuite, t'arrives dans une autre pièce qui, elle, est ouverte. Il y a un patio qui est ouvert sur l'extérieur, avec la cuisine. Ok. Et sur les côtés, donc, t'as les salles de bain et les chambres. En fait, chaque chambre, t'as un rez-de-chaussée avec un lit double. Et t'as un étage dans la chambre avec un autre lit double au-dessus. C'est pas une mezzanine, c'est vraiment un étage plein pied, si je peux me permettre. Non, plein pied, Ok. c'est quand c'est au rez-de-chaussée, mais t'as vraiment un étage vraiment couvert. C'est pas un balcon Ok. dans la chambre, c'est ce que je veux dire. Mais y a pas de truc qui coupe en fait entre le rez-de-chaussée et l'étage. Y a rien qui. Bah sépare. non, c'est-à-dire que si le camarade de classe du dessus ronfle, et ben tu l'entends. Ah tiens, tu vois, ça a l'air d'être vécu ça. Ah, quoi? Ah bon? Oui, non, bien sûr, mais c'était plus une courte période et je me suis adapté. Oui, après c'est normal, enfin, Je veux on dire, doit s'adapter. C'est le c'est- but d'une colocation. exactement, c'est de vivre en général, ensemble. hein. C'est de vivre ensemble. Mais peut-être que moi-même je ronflais, mais je le savais pas. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, enfin, j'en ai pas encore parlé dans des épisodes. Moi, ma coloc aux États-Unis, force à Mario qui était avec nous, bien évidemment. Je fais une petite dédicace, hein. Mais le reste, ça s'est pas très bien passé. Mais bon, après, malheureusement, c'est la vie en coloc. Il y a certains. Mais là, pour le coup, c'était pas une coloc, c'était pas des moments négatifs en mode où genre le coloc faisait n'importe quoi. C'était pas de sa faute. C'est indépendant de sa volonté. Mais voilà, c'est la vie en communauté. Faut s'adapter. Il y a des hauts et des bas, comme tu dis, des tops et des flops en fait. Exactement. Mais ça va. Mais dans un terme général, Oui. si je puis dire, tu retiens quand même du positif de cette coloc. Bien sûr, bien sûr. Je sais que moi, de mon côté, j'ai toujours essayé de faire les efforts pour que ça se passe bien avec tout le monde. Et selon moi, ça a marché. Et je pense que j'ai créé plus d'affinité que de tension dans cette coloc. Et j'ai vraiment fait des belles rencontres, mine de rien. J'ai vraiment eu l'occasion de passer des bons moments. Et c'est vraiment ce que je souhaite retenir de cette colocation. Eh ben, ça fait plaisir à entendre en tout cas. Tu me fais une bonne transition là, tu parles des rencontres. Donc là, bon, tu les connaissais déjà, Bien sûr. t'as pu tisser des liens comme tu m'as dit. J'imagine que tu as fait beaucoup de rencontres sur place. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment ça s'est passé l'acclimatation si je puis dire, avec les Indonésiens? C'est eux qui venaient vers vous pour parler, c'est vous qui alliez vers eux. Comment ça s'est passé? Maintenant, t'as sûrement quelques amis en Indonésie? J'en ai quelques-uns, oui. Alors l'acclimatation était un peu spéciale. C'est-à-dire que du coup, tous nos cours, on était tout le temps à 6. Et je pense que quand on est 6 étrangers ensemble, pour les Indonésiens, ça peut être un petit peu intimidant. Donc dans un premier temps, ils ont eu beaucoup de mal à venir vers nous. Et j'avoue que même sur le long terme, je pense qu'on a tous eu plus ou moins de mal à tisser réellement du lien avec les Indonésiens. On a eu la mauvaise habitude de rester énormément en groupe. Mais j'ai quand même fait des rencontres. Alors forcément, il y a les rencontres du quotidien, donc les chauffeurs, les gens, les professeurs, les élèves, parce que mine de rien, forcément en cours de français, on avait l'occasion d'échanger avec les autres élèves. Même seuls, les Indonésiens sont très timides avec nous. J'ai souvenir d'être dans des groupes de travail en Indonésie
Et tout le monde se regarde dans le blanc des yeux, et personne n'ose parler, et du coup t'es là, t'essaies de lancer un sujet de discussion. Les filles, tu leur parles, elles rougissent, elles sont toutes intimidées, c'est assez drôle. Ah ouais, excuse-nous, pardon. Ah, C'est ça d'être beau gosse, hein. c'est le charme à la française. Ah là là, c'est ça, hein. Non, mais voilà. Maintenant, j'ai quand même réussi à créer des liens. J'ai notamment une très bonne amie là actuellement avec qui j'ai gardé contact et on échange encore très régulièrement. Ok, ça c'est bien ça. J'en suis très heureux. Voilà, et puis, bref, je dérive un petit peu, mais c'est vrai que j'ai l'impression que les Indonésiens ont un rapport assez spécial avec les étrangers, les Européens plus particulièrement. C'est-à-dire que, ils nous traitent un peu comme, c'est assez spécial à dire, un peu comme des stars. Non, je pense que les gens comprendront un petit peu. Bien sûr, de par la différence, eh bien en fait ils aimaient, ça arrivait très régulièrement qu'ils nous prennent en photo, qu'on fasse des selfies, que pour ensuite qu'ils nous affichent en story. Même des inconnus dans la rue sont venus nous voir. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ouais. Et j'ai ce souvenir qui restera marqué. Ouais, bah justement, j'allais te demander d'en parler parce que Voilà. je suis au courant de l'anecdote, mais vas-y, raconte. J'étais du coup en visite avec 3 amis d'un lieu touristique. Et qui dit lieu touristique dit groupe de lycéens, de collégiens qui viennent pour visiter, comme on peut avoir en France typiquement. Et ce groupe nous repère. Ils étaient peut-être une quinzaine. Et ils m'ont accaparé. On était en groupe, mais ils m'ont pris à partie pour faire des photos qu'avec moi. Et elles étaient genre 15. Et du coup, à un moment donné, j'ai dû dire stop parce que elles voulaient toutes prendre une photo avec moi. Excusez-moi, j'ai l'air d'être un don juan quand je dis ça, mais c'était un peu malgré moi. C'est pas un exercice auquel je suis très à l'aise d'habitude. Ouais, ça t'arrive jamais en France? Non. Non, ça m'arrive pas en France malheureusement. Enfin malheureusement. Ouais. Tant mieux, j'ai jamais envie de dire. Ouais, c'est vrai que ça doit être marrant au début. Et hein. du coup, je me suis retrouvé à dire non stop, faut qu'on y aille. Et il y avait plein d'autres groupes. Du coup, on s'est retrouvé à devoir les esquiver, à être discret pour pas qu'ils nous voient et pas se refaire accaparer par un groupe. C'était assez drôle. Ah ouais, ça doit être fou, hein. Ouais. Ça, c'est le genre d'anecdote, je pense que tu t'en souviens toute ta vie en vrai. Oui. Honnêtement, je pense que sur l'ensemble du voyage, j'ai dû faire plus d'une centaine de photos faciles. Ah, quand même. Ah oui. Ah, c'est impressionnant. Ah oui. Putain, c'est rigolo. Et bon, t'es resté 5 mois. À peine 6 mois, environ 5 mois. Alors, attends, t'as étudié jusqu'à fin mai. Fin mai, c'est ça. Ok. Et à partir du 10 juin, je suis parti pour me balader un peu de mon côté. Ok, tu peux nous raconter rapidement, enfin, comment ça s'est passé, ton petit voyage de ton côté en dehors des études? T'as pu visiter un petit peu l'Indonésie? Bien sûr, alors dans un premier temps, je suis parti à Bogor, dans le sud de Jakarta, pour aller voir une amie indonésienne, qui était d'ailleurs venue étudier elle-même à La Rochelle. Purple? Purple, exactement. Ok. Donc voilà. Ensuite, je suis allé sur l'île de Belitung. C'est à 1 heure en avion au nord de Jakarta. J'y ai passé une dizaine de jours, c'était très très sympa. Tout seul? Tout seul, Ok. tout à fait. Et ensuite, mon grand frère, Bastien, est venu me retrouver, du coup à Jakarta, pour que je lui fasse visiter un peu le pays et qu'on passe 2 semaines ensemble. Ah, trop bien. Donc ensemble, on a visité Jakarta, ensuite on a filé à Yogyakarta, on a filé à Banyuwangi ensuite pour monter le mont Ijen, un volcan dans lequel des gaz s'échappent qui font qu'on peut observer des flammes bleues. C'est assez magnifique. Tu les as vus les flammes bleues? J'ai pu voir les flammes bleues. Trop bien. Elles sont dans ma story. Mon Insta, c'est Banyuwangi, et ensuite on a filé à Malang pour notamment faire le mont Bromo. Ok, qui est un mont très connu en Indonésie. Exactement, sauf que du coup, petite anecdote, pour ce mont-là, on a voulu voir le lever de soleil. Donc, c'est-à-dire que on ne dort pas et on file en jeep en haut d'une montagne qui fait face au mont Bromo pour justement avoir le lever de soleil sur le mont Bromo. Le souci, c'est que nuages, brume, on n'a même pas vu le soleil. On n'a C'est rien le vu. risque lors des randonnées comme ça, Oui. je crois bien. Tout à fait. Il y a une part de chance, hein, malheureusement. Et alors, en fait, tu peux quand même monter sur le mont Bromo, justement? Oui, alors justement, à la suite, on remonte dans la Jeep, on descend justement de cette montagne, et on arrive au pied du mont Bromo, et il y a un escalier qui monte jusqu'en haut. Ok. Il est aménagé du coup pour les touristes, c'est pas une randonnée, c'est vraiment... Vous l'avez pris? Du coup on a pris l'escalier et j'ai pu monter en haut du mont Bromo. Ok, nice. C'est assez sympa. Super. Et donc après ça, t'es rentré en France? T'es rentré en France Alors, avec ton frère ou t'as continué un peu tout seul? Moi j'ai conduit tout seul parce que mon frère est lui parti, si je me souviens bien, le 4 juillet. Moi je suis rentré aux alentours du 27, donc j'ai passé 20 jours,
ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné à Baliwangi pour prendre un périph' qui m'a emmené jusqu'au nord de Bali. J'y ai passé quelques jours, j'ai eu l'occasion de voir des dauphins, c'était une belle expérience. Ouais. Et ensuite, j'ai pris un bateau qui m'a emmené de Bali jusqu'à Nusa Lembongan, c'est une petite île du coup au sud-est de Bali. Et de là, en fait, j'ai enchaîné les plages paradisiaques et les petites îles. C'était vraiment des vacances pour le coup. Hein. Ouais, c'était un peu pour chiller avant le retour en France. J'enchaînais plage, restaurant, milkshake et dodo et on recommence. Ah ok, donc la vie de rêve un petit peu. Exactement, donc j'ai fait Nusa Lembongan et j'ai fait les îles Gili qui sont à l'ouest de Lombok. Ok. Voilà. Et donc après, t'es reparti en France de quelle ville en Indonésie ? Alors du coup, j'ai pris un avion du coup de Lombok pour retourner à Bandung parce que j'avais mes affaires à récupérer là-bas. Ensuite de Bandung jusqu'à Jakarta. Encore une fois, j'ai revu cette fameuse amie indonésienne Purple avant de partir. Et le jour du départ, le jour du départ, pardon, j'ai retrouvé Noah. Et on a passé la journée ensemble et après on est parti à 23h. Ok. Et donc après... Et après, retour en France, à Paris. Et comment ça... C'est une question, je pense, qui est importante. Et comment ça s'est passé le retour à Paris ? Alors, d'un point de vue... Moi, comment je me sentais au niveau du départ, j'étais content de rentrer. Okay. Parce que mes proches me manquaient. Mine de rien, la nourriture française est très, très, très compliquée à trouver en Indonésie. Ça nous manque, hein. Ça nous manque vraiment. Vraiment, le bon pain, je pense qu'on a un j'ai des adresses pour Youn avec du bon pain, mais c'est compliqué. Je pense que nous, les Français, enfin tout le monde, mais je pense que nous, c'est vrai que les Français, on est très attachés à notre patrimoine culinaire, si je puis dire. Tout à fait. Et c'est vrai que même moi aux États-Unis, ça me manquait. Et tu trouves des trucs, mais soit tu les trouves pas, soit tu les trouves assez chers. Mais ah ouais, donc ça te manquait un petit peu la France. Tout à fait. Même on trouve pas de porc, donc c'est pas de saucisson. Le fromage, le fromage, c'est très 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 compliqué d'en avoir ou ça coûte très cher. Okay. Même la nourriture italienne, mine de rien, ici on en consomme beaucoup, tout ce qui est pizza ou autre, pâtes. Ben là-bas, c'est compliqué d'en trouver des vraiment bonnes. Ouais, c'est principalement du riz en féculent. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là-bas, il n'y a pas de champ de blé, donc même semoule de couscous, il n'y en a pas. C'est vraiment riz ou nouilles de riz en fait. D'accord. Voilà. Et donc quand tu rentres en France, t'es plutôt soulagé en fait. Et après, du coup, raconte-moi, mais t'es rentré directement en Vendée, ça s'est passé comment le retour chez toi ? Alors le retour était un peu chaotique parce que c'était au moment des JO et il y a eu des sabotages sur les lignes SNCF. T'es revenu au moment des sabotages sur les lignes. Tout à fait, vraiment en plein dedans. Bon retour en France. Donc j'arrive. Le pays des manifestations, des grèves et des retards de train. Pour l'anecdote, j'arrive à Doha, je me connecte sur parce que du coup on a une autre escale encore une fois à Doha. J'arrive à Doha, j'active la Wi-Fi de l'aéroport et là je reçois train annulé, sabotage sur l'appli SNCF Connect. Et là je me dis Paul, c'est la merde, t'as pas de train pour rentrer. Tous les trains, une grande partie étaient annulés. Donc il a fallu que je trouve une solution de secours pendant mon vol. Bienvenue en France. Voilà. Donc Noah m'a un peu aidé, il m'a conseillé un peu là-dessus sur les possibilités. J'aurais pu prendre un blablacar. Mes parents pouvaient pas venir me chercher malheureusement. En même temps venir de la Vendée jusqu'à Paris, ça fait quand même un certain trajet. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai réussi à trouver un train dans une gare différente. On a eu très peur parce que qui dit JO dit route barrée. Bien sûr. Donc le Uber qu'on a pris avec mon camarade, c'était très très juste niveau timing. On a eu de la chance parce qu'on a vraiment pu arriver en retard. Je suis arrivé 10 minutes avant le départ du train. Voilà. Et du coup j'ai retrouvé mes parents à la gare d'Angers. On a mangé ensemble là-bas et après on a roulé jusqu'à la Vendée. Ok. Sacré périple retour en tout cas. Oui, c'était assez stressant, c'était assez mouvementé honnêtement. Ça fait du bien de revenir sur ces terres, mais bon après on retrouve aussi la culture et... Oui. Étonnamment, la gare, le train en Indonésie est beaucoup mieux organisé qu'en France. Ah ouais ? Ah oui, j'avais pas un retard. Est-ce que c'est compliqué ? Non, je ne pense pas. On a un bon accès au transport en France, enfin pour les trains en tout cas normalement. Oui. Mais c'est vrai qu'au niveau des retards, oui, c'est assez compliqué. Ça nous appartient. Exactement. Et donc un retour, donc plutôt et pas trop de jet lagué. Alors justement, en fait, j'ai fait mon vol de nuit. Du coup, j'ai eu l'occasion de me reposer, de récupérer un rythme normal. Et en fait, quand je suis rentré en Vendée, il était 22h, j'étais crevé. Donc j'ai pu avoir une bonne nuit. Et du coup, j'ai repris un rythme normal pratiquement dès le début. Ok, super. Voilà, du coup, j'ai eu quelques jours de fatigue forcément. Mais j'ai très vite repris le rythme. Très bien. Et c'est quoi la suite ? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Donc là, on est en avant-dernier semestre de licence 3. Est-ce que tu avais des projets avant cet échange universitaire ? Et selon ta réponse, est-ce que tes projets ont changé
suite à cette expérience à l'étranger? Eh bien, avant cette expérience, je n'avais pas de projet spécifiquement quant à mon avenir. Eh bien, je n'en ai toujours pas. On arrive bientôt, on arrive à la fin, non, au milieu du premier semestre. Début du deuxième, il y aura les candidatures pour mon master. Et j'avoue que d'un point de vue orientation, c'est encore assez compliqué pour moi. J'ai du mal à savoir exactement ce que je veux faire, très honnêtement. Maintenant, voilà. Si je dois reparler de l'Indonésie, évidemment, c'est un pays qui, maintenant, que j'affectionne énormément. Et j'ai pour projet d'y retourner un jour dans ma vie, pour sûr. Mais d'un point de vue purement professionnel, non, c'est encore assez compliqué pour moi. D'accord, mais ça, c'est intéressant de parler de ce genre de choses, parce que je pense que les personnes, les gens en général, et sûrement certaines personnes qui écoutent ce podcast, qui sont un peu perdus, mais en soi, d'être perdu, ça t'empêche pas non plus de réaliser des expériences comme ça. Faut pas se priver, en fait. Bien sûr, c'est des vraies chances. Et ça peut peut-être aussi t'apporter des choses et peut-être te faire découvrir un métier, une orientation. Donc là, pour toi, c'est encore un petit peu compliqué. Oui, tout à fait. Mais en soi, ça t'a beaucoup servi, cet échange, en fait. Bien sûr. Si tu devais retenir vraiment trois apprentissages de cet échange, qu'est-ce que ça serait? Waouh, c'est une question compliquée. Je trouve que ce genre d'expérience, ça permet de s'ouvrir sur le monde et de créer une réelle ouverture d'esprit. Ok. Premièrement. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'en ai retiré. Les Indonésiens, ce sont des personnes qui n'ont pas de gêne. Moi, je suis quelqu'un de très introverti, mais eux ont quand même relativement un contact assez facile, je trouve. Mis à part en dehors de la fac où c'était assez timide, je trouve. Et ça m'a permis d'être un petit peu moins introverti. Ok. Je trouve que maintenant, je suis un peu moins mal à l'aise en situation sociale, si je puis dire. Ok, totalement. J'ai un contact un peu plus facile. T'es devenu un peu moins timide. Exactement. Ok. Pour faire simple, tout à fait, exactement. Et il m'en faudrait une troisième. Si tu trouves. Si je trouve. Alors, je pense que ça m'a développé une curiosité et l'envie de reproduire cette expérience dans d'autres pays. Okay. L'envie de découvrir plus d'autres populations, d'autres paysages, d'autres cultures, d'autres mondes culinaires, si je peux me permettre. Ouais, bien sûr. Tout simplement. Ouais, donc moi c'est un truc que je remarque aussi, c'est quand tu commences à voyager, surtout ce genre de voyage où tu pars pas juste une semaine en vacances, hôtel de luxe, voilà. Enfin, hôtel de luxe, c'est hôtel, piscine. Là, tu pars vraiment étudier à l'étranger dans un pays comme ça pendant 5 mois. Tu peux plus t'arrêter après. Tout à fait, tout à fait. Et je trouve que c'était vraiment génial d'avoir vu une première expérience comme ça dans un cadre universitaire parce que j'avais quand même des gens là pour m'aider. Et je pense que ça m'a malgré tout quand même permis d'avoir une certaine autonomie et d'apprendre beaucoup de moi-même et de comment agir quand tu voyages. Et je pense que maintenant, je serais beaucoup moins intimidé, j'aurais beaucoup moins peur à l'idée de repartir tout seul, cette fois-ci sans repère. Ah, c'est génial. Et je pense que ça m'a créé une réelle confiance en moi vis-à-vis du voyage. Ça fait plaisir d'entendre et je suis très content pour toi en vrai, parce que moi c'est vrai que j'avais pu déjà un peu expérimenter le voyage en solo. Et c'est vrai que en vrai quand tu m'as dit que tu partais, j'étais super content parce que je me suis dit tu vas vivre un truc qui est exceptionnel quoi. Oui, moi en plus ce qui est marrant c'est que au moment où je suis revenu des États-Unis, on s'est vu peut-être 2 semaines. Oui. Et t'es parti en suivant. C'est ça. Donc c'est vrai que c'était assez marrant parce que j'ai pu un peu échanger avec toi sur mon expérience et t'es parti en suivant et maintenant on rééchange sur ton expérience. Et moi c'est moi qui pars maintenant. Oui, tu repars là où je suis parti. C'est ça, c'est assez rigolo. Oui. Et donc si je puis dire, ce voyage il t'a un peu mis le pied à l'étrier pour d'autres voyages en fait. Et c'est exactement ça. C'est une très belle manière de formuler la chose. C'est vrai que ça m'a un peu forgé vis-à-vis du voyage. Et moi qui avait très peur de la découverte, de la différence, du regret, j'ai appris à foncer et comme dirait You, no risk, no story, si je peux me permettre. No story, c'est ça. C'est ça, et vraiment ça m'a mis le pied à l'étrier et j'ai envie de recommencer. Ça fait plaisir d'entendre ce genre de trucs. Et si tu devais, cette question je la pose souvent quand j'évoque les voyages, les échanges universitaires notamment, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui soit en L1 ou L2 ou même des lycéens, parce que je sais qu'il y a des lycéens qui écoutent, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est un peu dans ton style de caractère, on va dire, qui est de nature un peu introverti de base? Quel conseil tu lui donnerais s'il hésite un peu à partir dans un truc comme ça? Quel conseil tu lui donnerais? Alors, j'ai des conseils, c'est sûr. J'ai un conseil, faut juste que je trouve la manière de le formuler. Partir vers l'inconnu, selon moi, c'est quelque chose d'assez difficile. Quand on est introverti, on a un peu cette peur du regard de l'autre. Alors quand on va aller vers des gens qui sont du coup différents, d'une culture différente, je trouve que c'est encore plus présent. Maintenant,
pour évoluer, je pense que c'est quelque chose auquel il faut se confronter à un moment donné. Et je sais que moi, ça m'a énormément aidé. Et le tout, c'est de ne pas trop réfléchir, foncer, et croyez-moi, vous aurez aucun regret. Putain, c'est beau. C'est beau, en conclusion, c'est magnifique. Ça claque. Et c'est vrai que ouais, je pourrais aussi rajouter que pour toi, au début, ça pouvait paraître comme une difficulté en fait, de se retrouver à l'autre bout du monde, un peu seul, on va dire, dans un pays que tu connais pas, pour une première expérience solo dans un pays à l'étranger. Ça pouvait paraître comme une difficulté. Mais pour moi, dans la vie, si t'as pas de difficultés, en fait, tu peux pas forcément avancer. Et c'est en te confrontant à ces difficultés que t'avances justement et que t'as encore envie de te confronter à d'autres difficultés. Et pour moi, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Et une fois que tu t'en rends compte, en fait, tu vis encore plus à fond ta vie. Tout à fait. Et honnêtement, je sais que je serais pas le même au moment où je vous parle si je n'étais pas parti. C'est vrai ? Je pense que C'est intéressant. j'ai beaucoup changé pendant ce voyage. Ouais, personnellement, donc ton caractère a évolué en fait. Oui, tout à fait. Que ce soit dans ma manière de voir les choses, de gérer les choses aussi. De voir les choses, de gérer les difficultés, parce que forcément, j'étais à l'autre bout du monde, loin de ma famille, loin de tous mes proches. Donc quand ça va pas, faut réussir à prendre sur soi. Ouais, quand ça allait pas justement, pour revenir un peu avant la conclusion, quand ça allait pas, qu'est-ce que tu faisais ? Tu faisais des choses de particulières quand ça allait pas ? T'appelais ta famille, qu'est-ce que tu faisais ? Alors, j'ai échangé un peu avec ma famille. J'ai aussi eu l'occasion d'échanger un petit peu avec mon frère qui lui a eu une expérience similaire. C'est-à-dire qu'il est parti travailler 1 an et demi en Australie avec un ami à lui. Donc forcément le manque de la France, des proches, de la famille, il l'a aussi vécu. Donc j'ai pu avoir des conseils de sa part là-dessus. Mais oui, tu discutes, t'échanges avec aussi mes camarades de classe avec qui je suis parti parce que eux aussi le manque ils le vivent. Bien sûr. Et le fait d'en parler, tu sais que t'es pas sur cette situation-là. Ouais, vous avez tous ce point commun en fait vous vous retrouvez tous. Peu importe les infinités que vous vous retrouvez tous dans un pays à l'autre bout du monde tout seul. C'est ça. Même si vous êtes ensemble, en soi vous êtes un peu tous tout seuls. Oui. Et vous devez partager un petit peu. Il y a eu des moments un petit peu compliqués où vous discutiez et que... Je me souviens d'une soirée en particulier, si mes camarades écoutent ce podcast, ils s'en souviendront très bien. Ouais, je me doutais que t'allais parler de ça. Un soir où on est tous autour d'une table et on a commencé à parler de ce qui nous manquait en France. Et on est tous partis dans un bad mood collectif. Collectif, on était 5 autour de cette table, je crois bien, et il y en a 4 qui ont dû pleurer. T'étais dedans ? J'ai pas eu de larmes qui ont coulé, mais honnêtement, elles étaient pas loin. J'étais ému. Ça fait un petit peu mal de parler de ça. Ouais. Surtout que quand d'autres gens vont pas bien et te parlent de ce qui toi aussi te manque, oui. Ça accentue cette tristesse. Oui, ça influe sur toi ce que tu C'est ça, ressens, donc ça fait un cercle vicieux et tout le monde se rend plus triste, en fait, en parlant, et du coup, Ouais, mais au fond, ça reste quand même une belle anecdote. Bien sûr, c'est drôle. Avec le recul, c'est drôle. Sur le moment, on rigolait pas trop. Oui, bien sûr, mais c'est marrant après coup. Oui. Et alors, moi, il y a une question que j'aime bien poser aux invités à la fin de chaque épisode. Bon, il y en a un certain à qui je la pose avant pour qu'il puisse se préparer. Je te l'ai pas posé. Ok. Dans la vie au quotidien, qu'est-ce qui t'inspire et qu'est-ce qui a participé à te motiver à partir vivre une expérience telle celle-ci ? Eh bien, j'ai envie de dire, ce qui a joué, c'est des témoignages que j'ai pu entendre au quotidien de gens qui ont déjà voyagé, tout simplement. Que ce soit des proches, comme par exemple mon grand frère, typiquement. Que ce soit des gens totalement inconnus sur Internet qui partageaient leur expérience. Ils ont tous eu plus ou moins un bilan positif. Ils ont connu des difficultés, forcément, mais ils ont tous appris de cette expérience-là. Et je trouve que ça m'a énormément motivé à me dire que, pourquoi pas moi ? Et à un moment donné, il faut foncer et pas réfléchir. Et effectivement, maintenant, je peux avoir un retour un peu similaire à ces gens-là. Et je peux que encourager tout le monde à faire de même. Ouais, c'est ça, hein. Mais en plus, il est jamais trop tard pour apprendre. Parce que la preuve, même moi qui ai fait beaucoup de voyages tout seul, là, en fait, moi, t'es ma référence pour partir avec Tresna, qui est d'ailleurs aussi dans un ancien épisode. Mais vous êtes mes références pour partir. Alors que toi, j'ai vécu des expériences de malade tout seul. Mais là, moi, vous êtes vraiment mes références et je compte sur vous pour m'aider, en fait. Donc, mais y a aucun souci, mec. Mais c'est vrai que là, je pense qu'on peut garder une phrase de fin, c'est pourquoi pas moi. Et que ce soit dans les voyages ou dans tout en général, vous vous posez des questions, est-ce que je peux le faire, est-ce que je suis capable ? De toute façon, si vous tentez pas, vous n'y arriverez pas, faut tenter. Tout à fait. Et ouais, pourquoi pas moi ? Tout le monde peut y arriver en fait. Absolument tout le monde. Donc je pense qu'on peut garder cette phrase de fin. T'as rien à rajouter ? Je pense que c'est bon pour moi. Ok, parfait. Bon, on garde cette phrase de fin, pourquoi pas moi, c'est assez beau. Donc encore merci Paul d'être venu partager ton expérience. Bon, même si je connaissais quelques
je connaissais un peu ce que tu avais vécu, mais c'est vrai que là, même moi, j'ai appris certains trucs, certaines anecdotes. Et en tout cas, c'était super intéressant. J'espère que cet épisode vous a captivé, vous a intéressé et vous a motivé à pourquoi pas partir voyager à l'étranger, que ce soit pour les études, pour le voyage, pour la découverte, peu importe, ou que ça vous a juste motivé, si vous êtes de nature plus introvertie ou timide, ça vous a motivé à dépasser vos peurs, vos difficultés, parce que Paul, c'est ce qu'il a fait et je pense que ça lui a été bénéfique. Et puis voilà, encore merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast, sur votre plateforme de streaming préférée, si vous avez kiffé. Ça me permet d'être plus référencé et de pouvoir développer encore plus de projets. J'ai pas mal d'épisodes qui arrivent, notamment liés au voyage. Donc voilà, et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous écoutez le podcast. Et je vous dis à très bientôt. Merci Paul. Merci Youn.